Rencontre entre le gouvernement en place et les partis politiques ce jeudi 19 novembre 2020. Objectif: relancer le cadre de concertation entre partis politiques et gouvernement. Le pays indexé dans le préavis de grève de l'INTM, Maître Cheikh Marcounaré donne son avis. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi RTV pour vous informer. Je vous le disais, un titre, 3 ministres se sont entretenus ce jeudi 19 novembre 2020 avec les responsables des partis politiques du pays pour une prise de contact avec les partis politiques. C'est là pour instaurer un dialogue entre gouvernement et la classe politique. Selon Choukal Koukalamaïga, porte-parole du M5 RFP, cette transition ne pourra pas réussir sans les politiques. Je pense qu'il vaut mieux se taire que de chercher à donner des explications qui ne tiennent pas du tout. Deuxièmement, les forces armées de sécurité sont maximum 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Les autres forces vives font quand même près de 20 millions de Maliens. Donc toute proportion gardée, il n'y a pas de quota à donner par représentativité. Ce n'est pas très crédible, je dirais même que ce n'est pas sérieux. Troisièmement, le rôle des forces armées de sécurité, c'est de faire la guerre, c'est de libérer le pays, c'est de sécuriser les citoyens et leurs biens. C'est exiger que les autorités politiques mettent à leur disposition les moyens matériels et créent les conditions pour qu'ils puissent libérer le pays. C'est ce que l'ancien pouvoir n'a pas fait. Il a passé le temps à détourner tous les fonds alloués à l'armée. C'est ce qui a amené le peuple à se soulever. Le peuple ne s'est pas soulevé pour demander aux militaires de venir siéger dans les gouvernements et les institutions législatives. Donc je pense qu'il se trompe complètement du sens du combat des Maliens. Il est vrai que les militaires ont quelques prévenances, et ça je suis en position de les comprendre, même si je ne partage pas leur décision. C'est que dans leur idée, la faillite de l'État malien, c'est la classe politique qui a dirigé le Mali de 1991 à aujourd'hui. C'est un peu le discours ambiant qu'on entend, et même dans les milieux des militaires. Mais je dois les inviter, en tant que frères, à faire une bonne lecture de la situation politique. La déliquescence de l'armée n'est pas le fait de toute la classe politique, c'est le fait de ceux qui ont dirigé le Mali, les présidents de la République, et les chefs militaires. Parce qu'il est important que les militaires comprennent que les questions de défense et de sécurité ne sont jamais discutées en Conseil des ministres. C'est des questions que le président règle directement avec les chefs militaires et à la limite avec son ministre de la Défense. Souvent même le Premier ministre est hors jeu. Donc faire croire que c'est la classe politique qui est à la base de la déliquescence de l'armée de l'État, c'est une méconnaissance des raisons fondamentales de la faillite de l'État. La déliquescence de l'armée de l'État, c'est de la responsabilité des présidents de la République. La preuve, c'est que quand ils prêtent serment, ils ne viennent pas faire des promesses qu'ils vont faire des ponts, des routes, des centres de santé, donner de l'emploi. Ils prêtent serment sur la Constitution au moment de leur investiture, de préserver l'unité nationale, de préserver la souveraineté de l'État malien, de préserver la forme républicaine et laïque de l'État. C'est sur ça qu'ils jurent. Et donc lorsque les présidents qui ont la principale responsabilité de préserver l'unité nationale et la souveraineté de l'État malien, qui sont les chefs suprêmes des armées, qui ne partagent le domaine de la défense avec personne, lorsque de par leur action, l'armée tombe en faillite, l'État tombe en faillite, on ne peut pas accuser toute la classe politique. Les deux principales forces du changement, c'est le M5 RFP qui a fait les 80% du travail et les forces armées de sécurité à travers le CNSP qui ont parachevé le travail de mobilisation populaire et patriotique comme ils l'ont reconnu dans leur communiqué à l'ORTM le 18 août et au rassemblement patriotique du M5 RFP le 21 août. Ces deux forces doivent nécessairement créer un cadre d'échange
pour partager ensemble la vision de la transition. Deuxièmement, ces forces doivent se concerter pour donner un sens à la transition. L'ensemble des grands dossiers autour desquels le peuple s'est mobilisé pendant des mois pour faire chuter l'ancien régime doivent être mis sur la table. D'abord, ceux qui ont assassiné les Maliens les 10, 11, 12 juillet 2020 doivent être poursuivis et traduits, et leurs complices. Deuxièmement, il faut que les grands dossiers de corruption, notamment la grande corruption qui a gangréné et détruit notre armée, il faut que ces dossiers soient transmis à la justice. Il faut qu'enfin, on comprenne qu'on ne peut pas organiser des élections crédibles et transparentes en dehors de la classe politique. L'ensemble des réformes institutionnelles, constitutionnelles, les réformes politiques qu'il faut faire, il faut les faire sur la base d'un consensus national. Aucune force seule ne peut les organiser, a fortiori une force qui va contre la principale force du changement qui est le M5 RFP. C'est une erreur, ceux qui les conseillent cela vont les induire en erreur. Vous avez ensuite l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, dont l'ensemble des forces politiques et sociales demandent la rélecture. La rélecture ne veut pas dire son rejet. Dans la rélecture, il faut clairement, comme le M5 l'a dit au mouvement signataire lorsque nous les avons rencontrés à plusieurs reprises, il faut se poser les questions, les bonnes questions. Pourquoi la mise en œuvre de l'accord est bloquée? Deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer la mise en œuvre de l'accord? Lorsqu'on répond à ces deux questions, on a résolu peut-être la moitié du problème. L'autre moitié, c'est quoi? C'est qu'après les réponses à ces questions, il faut s'interroger. Vous avez 4 données qui ne doivent pas être négociables. L'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble de son territoire, la forme républicaine et laïque de l'État malien. Une fois que ces 4 postulats sont reconnus par l'ensemble des partenaires, tout le reste peut se négocier de manière à faire en sorte que la relecture de l'accord ne soit pas vue comme quelque chose pour pénaliser les mouvements signataires ou pour donner raison au gouvernement, mais c'est pour permettre qu'il y ait une relecture intelligente et consensuelle qui nous permet d'abord de mettre en œuvre l'accord de façon intelligente, de façon à préserver l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la forme républicaine de l'État et la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Voilà la vision que nous avons de ces questions. Et lorsque les militaires qui ont la réalité du pouvoir aujourd'hui et les gouvernements qu'ils ont mis en place comprendront ça, je pense qu'il n'y a pas de problème entre eux et le M5. Et pas entre eux et les autres forces vives de la nation, qui aujourd'hui ont toutes annoncé leur disponibilité à travailler avec les nouvelles autorités. Mais lorsqu'ils s'installent, ils font ce qu'ils veulent, ils ne donnent pas l'espoir, ils vont en conflit avec l'ensemble des forces politiques, notamment la principale force du changement, avec les autres forces politiques et sociales, mais ils iront forcément dans une impasse. Et apparemment, ils sont dans cette logique. Moi, je les invite à en sortir, discuter avec la principale force du changement, le M5 RFP, discuter avec les forces politiques et sociales pour que notre pays prenne la voie de la paix et de la sécurité. Toujours dans les mêmes cadres, Mme Koulibaly Khadijatou Samake, représentante de l'URD à la rencontre et membre de la coalition du M5 RFP, pour sa part a souligné les manques de concertation et la répartition des sièges du CNT. La réunion d'hier, d'abord, c'était une rencontre du ministre de l'administration territoriale avec les partis politiques. Vous savez, il existe un cadre de concertation au niveau de l'administration territoriale depuis des années. Donc, la rencontre se situe à ce niveau. Et le ministre s'est fait accompagner par le ministre chargé des réformes et le ministre chargé de la réconciliation. Et la rencontre, le ministre a demandé aux partis politiques leur accompagnement durant la transition pour les missions qui lui sont confiées, notamment les réformes concernant le processus électoral. C'était vraiment ça l'ordre du jour de la réunion.
Donc, au cours de la réunion, les partis politiques ont exprimé leurs préoccupations, notamment par rapport au Conseil national de la transition. Il y a eu 2 décrets qui sont sortis et qui ont fait beaucoup de remous. Les partis politiques ont estimé qu'il devait y avoir des concertations organisées par le ministre de l'administration territoriale dans le cadre du cadre de concertation des partis politiques pour qu'on échange avant que les 2 décrets ne sortent. Et les partis politiques ont estimé qu'il n'y a pas eu de concertation, donc les décisions qui ont été prises ne sont pas vraiment ce que les partis politiques attendaient. Parce que si on veut faire des réformes, les réformes se font au niveau, surtout les lois sont prises au niveau du CNT. Et que les partis politiques ne soient pas suffisamment représentés là-bas, nous avons estimé que ce n'est pas normal. Ensuite, par rapport aux réformes, nous avons estimé, en tout cas en ce qui nous concerne l'URD, que si la transition réussissait à faire les réformes concernant le processus électoral, à organiser une élection présidentielle où on aura un président qui ne sera pas contesté, à organiser des élections générales transparentes et propres, ils auraient déjà réussi leur mission. Donc pour ce faire, nous estimons que rapidement que le ministère de l'administration territoriale doit préparer un chronogramme avec les partis politiques, aller vers les réformes concernant la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Toute la classe politique est d'accord sur ça, que désormais les élections ne doivent pas être organisées par le ministère de l'administration territoriale. Tout le monde a demandé la mise en place d'un organe unique indépendant des élections. Donc cet organe doit être mis en place par la transition et avec ses démembrements sur l'ensemble du territoire et la diaspora. Il y a les problèmes concernant l'audit du fichier, il y a la loi électorale, un nombre de réformes qui doivent être prises et on doit le faire rapidement. Les partis politiques, nous avons estimé aussi que selon le ministre de l'administration territoriale, leur conception de la transition, c'est la neutralité. Et nous estimons que neutralité, ça veut dire aussi arbitrage, quoi. C'est surtout, leur rôle, c'est d'être un bon arbitre entre les partis politiques, entre la société civile, entre les forces vives. C'est surtout ça leur rôle. Et l'arbitre ne peut pas devenir joueur. Il y a l'arbitre, ça c'est la transition. Les joueurs, ce sont les partis politiques, la société civile. Eux, ils ne peuvent pas être arbitres, joueurs et tout à la fois. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire au CNT. En tout cas, la réunion d'hier, elle était intéressante parce que ça nous a permis d'échanger avec les 3 ministres. Le ministre de la Réforme, le ministre de la Réconciliation et surtout le ministre de l'Administration territoriale. Mais nous souhaitons vraiment qu'ils aient une autre vision de la transition. Ils ne peuvent pas faire des réformes politiques sans les partis politiques, et c'est ce qu'on a compris. Le ministre de l'administration nous a dit qu'il va mettre en place une cellule de suivi des élections, et cette cellule sera composée uniquement de ces techniciens et des universitaires. Il n'y aura pas les partis politiques. Toute réforme qui se fait sans consensus a peu de chances d'aboutir. Donc si on veut aller vers les réformes, aller vers le référendum, beaucoup de référendums ont échoué parce que justement il a manqué ce consensus-là. J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur. Ils ont besoin d'avoir un large consensus
autour d'eux pour que les réformes puissent aboutir. En fait, la réunion d'hier, c'était un peu ça. L'INTM, dans sa plateforme revendicative, dénonce le caractère antidémocratique et attentatoire aux droits et libertés de l'homme par l'OCLEI et exige l'arrêt immédiat des activités illégales des terrains de l'OCLEI. Les détails avec Maître Cheikh Marconaré dans ce journal. En réalité, j'estime que cette loi doit être abrogée. C'est une loi qui permet d'interpeller n'importe quel fonctionnaire, de lui demander de justifier les biens qu'il a déclarés et au cas où les justifications ne paraîtraient pas suffisantes à l'OCLEI, de le faire poursuivre par les instances judiciaires. C'est une loi qui renverse la charge de la preuve. Or, la charge de la preuve en matière de droit est extrêmement importante. Tout le droit pénal est régi par le principe selon lequel il appartient à l'accusation d'apporter la preuve des faits qu'elle reproche aux individus. Mais en matière d'enrichissement illicite, cette nouvelle loi renverse la charge de la preuve et demande à celui qui est accusé de se justifier. Ça ressemble à un système inquisitoire qui a cessé d'exister depuis le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, le Mali n'est allé chercher cette loi qu'au Sénégal. Et cette loi a été utilisée pour faire condamner Karim Wade. Et quand, sur la base de cette condamnation, les avocats de l'État sénégalais se sont rendus en France pour exécuter le jugement rendu, la France a refusé de l'exécuter, au motif que le droit pénal français ne reconnaît pas ce genre de procédure qui consiste à renverser la charge de la preuve. Dès lors que notre droit positif est inspiré de celui de la France, je ne vois pas pourquoi on va continuer à appliquer cette loi chez nous. On peut lutter contre l'enrichissement illicite, contre la corruption, contre la délinquance financière sans avoir recours à cette loi. Moi, si on m'écoutait, on abrogerait dès aujourd'hui la loi sur l'enrichissement illicite et on mettrait fin aux activités de l'OCLEI. Sur ce plan, je suis en phase totale avec l'UNTM. Maintenant, cela ne signifie nullement qu'il faille mettre fin à la lutte contre la corruption. Cela n'est pas possible. Mais il y a beaucoup d'autres instruments permettant de lutter contre la corruption. Il y a les enquêtes du VÉGAL, vérificateur général, il y a les enquêtes de la cellule de contrôle, de la direction générale de contrôle des services publics. Il y a beaucoup d'autres structures qui font des enquêtes. Il y a les procureurs, il y a les juges d'instruction. Donc on peut très bien lutter contre la corruption sans avoir recours à cette loi sur l'enrichissement illicite qui va contre les principes généraux du droit. C'est le Mali qui a adopté une loi. Le Mali peut très bien abroger la loi. On est un État souverain. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur la Liberté Télévision.